Yaorana, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le journal de TNTV. Au sommaire ce mardi. La Polynésie française davantage connectée au reste du monde. À Singapour, le géant Google a détaillé au président Moetai Broderson son projet d'installation de câbles au Whenua. Une visite clé parmi les nombreuses réunions du chef de l'exécutif sur place. Justement, nous reviendrons avec lui sur les enjeux de ce séjour, mais aussi sur quelques faits marquants de l'actualité locale. Le président du pays est l'invité de la rédaction. Fiou de faire la queue au supermarché, peut-être serez-vous intéressé par la nouvelle plateforme de e-commerce lancée par l'un des plus grands supermarchés de la place. Un système d'achat qui a déjà fait ses preuves par-delà nos frontières. Et enfin, côté sport, on continue de vivre au rythme du Festival des îles. Ce soir, on vous propose de faire un focus sur les grands favoris de la compétition. L'équipe de Rapa prête à en découdre pour décrocher un nouveau titre. À Singapour, le géant Google a justifié son choix pour la Polynésie française, un territoire identifié comme point stratégique de connexion entre l'Australie, les États-Unis et l'Amérique du Sud. Lors de son séjour sur place, le président Moetai Broderson a longuement échangé avec les responsables sur le projet d'installation. Le reportage de notre envoyé spécial, Thomas Chabrol. La Polynésie française en passe de devenir encore plus connectée au monde. Au siège de Google Singapour, les projets de câbles sous-marins restent très confidentiels. Google confirme cependant son choix d'installer de nouveaux câbles transpacifiques et de se connecter au Whenua. D'un point de vue de l'infrastructure, la Polynésie française est plus avancée en matière de production électrique. Vous avez deux réseaux, le thermique et l'hydraulique. Et cette disponibilité est intéressante, notamment avec les énergies vertes. Et c'est cela qui nous a attirés. Mais c'est aussi que la Polynésie est la première terre en direction de l'Est. Dans ce lot de futurs câbles sous-marins, le premier, baptisé Onomoana, doit relier les États-Unis et l'Australie à la Polynésie française. L'autre, Tabua, reliera pour sa part les États-Unis et l'Australie à Fidji. Un troisième câble Internet a aussi été annoncé en début d'année dans le Pacifique. Celui-ci connectera la Polynésie au Chili. Notre caméra n'a pas été autorisée pour aller plus loin dans le bâtiment du géant de l'Internet. Le président du pays s'est entretenu en privé avec les équipes en charge de l'innovation sous-marine pour faire le point sur l'avancée du dossier. Les mesures bathymétriques sont en cours d'achèvement et nous sommes en discussion sur les mécanismes de licence. Deux aspects, les aspects justement réglementaires par rapport au code des postes et télécommunications, donc ça c'est en bonne voie, c'est un effort conjoint entre les services du pays et l'opérateur historique, donc OPT Onati. Entre Google et le pays, l'intérêt est d'être gagnant-gagnant. Moetai Broderson a également abordé la question de la formation et de la sensibilisation aux écosystèmes plus responsables sur le volet environnemental et culturel. Sur le plan technique, le débit Internet à l'international sera beaucoup plus important, un facteur d'attractivité indéniable pour le pays. Ça incite des opérateurs, ça incite des acteurs du numérique à venir s'installer chez nous, puisque auparavant ils avaient un peu de mal à l'envisager vu la capacité actuelle que nous avons. Le Whenua, futur hub numérique, avec 5 nouveaux câbles au départ de Tahiti, la connexion au reste du monde sera garantie. Et en cas de blackout du câble Onotua, comme cela s'est déjà produit, le débit sera assuré. Le petit frère Manatua ne peut pas satisfaire seul la demande sans cesse croissante d'Internet en Polynésie. On revient sur ce séjour et ses visites avec le président Moetai Broderson qui est sur notre plateau. Bonsoir, président. Yorana. Alors, avant d'entamer cette interview, on va vite fait rétablir la vérité concernant notre annonce d'hier soir sur votre achat d'un Airfish 8. C'était bien sûr un poisson d'avril. Excellent poisson d'avril. Alors, plus sérieusement, Singapour, c'était un déplacement nécessaire, c'était une priorité? C'était un déplacement effectivement nécessaire. Alors c'était d'abord sur l'invitation du gouvernement de Singapour. Ça nous a permis d'échanger avec eux sur leur façon d'opérer, sur cette administration qui est un modèle d'efficience dans le monde entier. Et ça nous a permis également de rencontrer des acteurs privés
qui sont intéressés par venir investir chez nous. Et puis bon, on a également donc pu se rendre au siège de Google Singapour pour continuer d'avancer sur ce dossier de câbles qui viennent s'installer chez nous. Rapidement, pour lever les doutes de certains, est-ce que le pays a pris en charge une partie du séjour à Singapour? Le pays a effectivement pris en charge la partie qui est non institutionnelle, donc la partie rencontre avec les investisseurs privés. C'est une mission classique comme celle qu'organise le pays régulièrement. En revanche, sur la partie institutionnelle, c'est le gouvernement de Singapour qui a payé. Alors, vous parliez à l'instant de Google. Vous vous êtes justement arrêté dans leurs locaux à Singapour. Google qui a confirmé l'installation de câbles transpacifiques. Concrètement, a-t-on une idée des retombées économiques que cela pourrait représenter? Je dirais que les retombées économiques, ça va dépendre de ce qu'on en fait. Google nous apporte une opportunité extraordinaire de multiplier par 50 le débit à l'international qui existe aujourd'hui. Une opportunité aussi de sécuriser, puisqu'on l'a vu avec les derniers épisodes de dysfonctionnement sur Mutua, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Une fois que ces 5 câbles seront tirés, on sera définitivement dans une situation de redondance au-delà de ce qui est nécessaire. Ça constitue un facteur d'attractivité. Ça veut dire que des sociétés qui aujourd'hui ne viendraient pas s'installer chez nous du fait, 1, de la faiblesse du débit, 2, de la non-garantie de ce débit, eh bien, sont aujourd'hui intéressées. Dès que l'annonce a été faite par Washington, par Joe Biden et par Google de l'installation de ces câbles chez nous, j'ai reçu des appels de très grandes sociétés, notamment dans le domaine de l'informatique, mais pas que, dans le cinéma, etc., qui veulent commencer des discussions. C'est plutôt bon signe, donc. Tout à fait. Et est-ce qu'il n'y aurait pas également un enjeu de surveillance? On sait que la zone, l'Indo-Pacifique, pour faire large, est le théâtre d'une lutte d'influence entre de grandes puissances, pour ne pas les citer. Est-ce qu'il y a cet enjeu de surveillance aussi? Alors de surveillance, non, je n'irai pas sur ce terrain-là. En revanche, il y a, c'est vrai, ce qu'on appelle un enjeu de souveraineté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des câbles sous-marins dans le Pacifique passent par la zone nord, donc qui est près de la Chine, avec tous les enjeux géopolitiques que ça peut emporter. Et c'est une nécessité à la fois pour les nations européennes et pour les États-Unis de disposer d'un maillage dans le Pacifique Sud. Singapour, c'est aussi une potentielle porte d'entrée vers l'Asie, mais c'est aussi une niche de potentiels porteurs de projets touristiques, investisseurs, selon vos propos. Vous êtes confiant après ce voyage? Je suis encore plus confiant qu'avant d'y aller. J'étais déjà confiant avant d'y aller, mais tous ceux que j'ai rencontrés m'ont confirmé leur intention de participer au prochain appel à projets que nous lancerons donc, sur les sites touristiques remarquables qui dépendent du pays. Et donc on a rencontré les plus grands groupes de Singapour qui nous ont tous qui nous ont tous remis le même message. Et ces acteurs, est-ce qu'ils comptent sur la défiscalisation? Pas du tout. Pas du tout. Vous parliez un peu plus tôt du lancement d'appels à projets par le pays. C'est donc le pays qui va mettre à disposition des terres pour les projets hôteliers, c'est bien ça? C'est ça, c'est pas un schéma complètement délirant. C'est ce qui a été fait par exemple par le gouvernement précédent sur le village tahitien avec des baux amphithéotiques, enfin pour l'instant des promesses de baux, mais c'est le même principe. On met à disposition des terres qui appartiennent au pays sur des durées très longues et donc ces investisseurs font l'investissement. On a déjà identifié des zones? Alors, les zones, elles sont connues. Il y a celle du village tahitien potentiellement, en fonction des discussions qui peuvent avoir lieu avec ceux qui sont déjà lauréats des 4 lots qui ont été attribués. Il y a la zone de Tihaura à Morea, dit ancien Club Med, dont une partie est maîtrisée par le pays. Il y a l'ancien Hanaiti à Huahine, le site du Sofitel, l'ancien Sofitel également à Huahine. Il y a l'atoll de Vanuatu et il y a encore d'autres sites qui dépendent du pays, à Timaono. Enfin voilà, la liste est longue. Comment est-ce que l'État perçoit votre démarche? Je pensais que vous avez la compétence des relations internationales, mais quel est le regard de l'État sur cette démarche? Écoutez, moi j'ai pas de problème là-dessus. Nous étions accompagnés sur la partie institutionnelle à notre demande par l'ambassadrice de France à Singapour. Sur les rendez-vous privés, elle n'était pas là, puisque ce n'est pas nécessaire. C'est un déplacement dont j'ai parlé lors de ma première rencontre avec le président Macron. Qui m'a félicité pour l'initiative, donc il n'y a pas de souci.
On a eu l'occasion de faire plusieurs reportages justement sur ces rendez-vous, sur ces rencontres. Mais une dernière question pour clôturer le dossier de Singapour. Singapour, entre démesure et paradoxe, peut-on réellement s'en inspirer et est-ce réellement la volonté des Polynésiens? Alors attention, on n'est pas allé à Singapour pour venir faire un copier-coller et finir à 6 millions d'habitants sur Tahiti. C'est pas du tout ça le but. Mais le but, c'est de comprendre comment est-ce que le miracle Singapour, qui était le plus pauvre pays du monde il y a 60 ans et qui aujourd'hui a un PIB par habitant supérieur à celui de la France, a pu s'accomplir. Il y a des leçons à tirer en termes d'efficience de l'administration, en termes d'organisation du gouvernement, mais également en termes comment dire, comprendre comment a pu se réaliser ce miracle, quel est le contexte régional, local qui a permis tout ça. Et ensuite, on en tire les enseignements et on ramène chez nous ce qu'on peut ramener. Il n'y a pas tout à apprendre à Singapour. Il ne faut pas se fermer aux bonnes idées du monde. Donc, voilà. On revient au Fénois, où la loi fiscale adoptée par votre majorité en décembre dernier a été annulée par le Conseil d'État, c'était attendu. Quelles conséquences pour les contribuables, les patentés, les personnes qui auraient bénéficié d'un trop perçu ou au contraire? Alors écoutez, j'ai entendu tout et n'importe quoi. J'ai entendu 4 milliards, 1,7 milliard. On se serait cru au marché de Rungis, là, avec des poissonniers qui lancent des chiffres. La réalité est bien sûr très très éloignée de tous ces joutes politiciennes. Nous avons représenté très rapidement quasiment le même projet de loi de pays fiscal. Nous allons amender à la marge ce projet de loi fiscale pour tenir compte de certaines remarques qui nous ont semblé pertinentes, mais ce sera sensiblement le même projet, il n'y aura pas vraiment de débat là-dessus, il sera donc revoté. L'impact est minimal. Justement, vous parlez des remarques qui vous ont été faites. Ce texte a beaucoup fait réagir les partenaires sociaux qui déplorent un manque de concertation avec l'exécutif. On écoute à ce propos l'ex-vice-présidente du MEDEF. Elle a été interrogée par Esther Cuneo lors du renouvellement du bureau de l'organisation patronale. Regardez. Pour l'instant, le bilan est très mitigé. On aurait voulu avoir de la concertation, c'est ce qu'on appelle de nos voeux depuis longtemps. Donc de la concertation, des travaux en commun et non pas effectivement une de loi qui nous est imposée. Alors est-ce que vous les entendez, ces partenaires sociaux, puisque le dialogue semble peine à se faire? Je les entends et non seulement je les entends, mais j'ai reconnu effectivement ce défaut qui a prévalu dans la conception de cette première loi fiscale. Et j'ai donc donné instruction à tous mes ministres pour cette année d'opérer dans la concertation. C'est une exigence que j'ai posée et donc il y a un calendrier des concertations qui ont été présentées par tous les ministres, chacun dans sa thématique. On a commencé il y a quelque temps par de nouvelles journées de prospective économique qui ont été organisées par le ministre de l'économie et des finances pour justement mettre autour de la table tous les acteurs, les entendre. Il y a d'autres consultations qui sont prévues jusqu'à, on va dire, la période qui va précéder l'élaboration du budget 2025. Et ceci, donc, c'est valable à la fois pour la réforme fiscale et à la fois pour la réforme des comptes sociaux. Justement, sur la réforme fiscale, sur le planning, en tout cas, de travaux qui a été prévu et annoncé en plateau par le ministre de la Santé, il y aurait du retard. En tout cas, c'est ce que les partenaires sociaux nous indiquent. Ils s'en inquiètent même. Jusqu'à quand devront-ils attendre? Jusqu'à quand devrons-nous attendre, puisque la PSG est l'affaire de tous? Écoutez, je crois qu'ils ont attendu 10 ans sans rien faire. Donc je pense que le calendrier qu'on a proposé est raisonnable. Alors, on va parler d'autres sujets actuels, comme Tahiti Info l'a révélé ce matin. Air Moana rencontre des difficultés financières selon nos informations. La compagnie a obtenu la défiscalisation locale pour son nouvel appareil. On parle d'un investissement de 3 milliards de francs. Est-ce que le pays a prévu de monter au créneau pour soutenir la compagnie? Le pays n'a fait que ça depuis qu'on est arrivé. Je vous rappelle qu'à notre arrivée, la défiscalisation était fermée pour les ATR, que nous avons donc remis la possibilité de défiscaliser les ATR. Nous avons ensuite augmenté le plafond d'intervention de la SOFIDEP. Nous avons rétabli le contact entre Air Moana et les banques. Et nous avons donc, au terme de l'AMI, accordé cette défiscalisation sur l'acquisition de nouveaux appareils par Air Moana. Je crois que là, le pays est allé au bout de ce qu'il peut faire.
Et puisqu'on parle de nos compagnies aériennes, on va également parler d'ATN. La CTC, dans son dernier rapport, pointe du doigt le manque de cohérence entre la politique du pays, notamment les 600 000 touristes visés, et la capacité d'ATN. Est-ce que vous entendez cette critique ? Alors d'abord, si on revient sur le rapport de la CTC, il porte principalement sur la période qui précède notre arrivée. La remarque sur les 600 000 touristes, je l'entends, je ne la partage pas. Pour moi, ce nouvel objectif, c'est une opportunité à saisir pour ATN, mais pas simplement pour ATN, également pour nos compagnies locales. Donc voilà, là-dessus, on a le droit de ne pas être d'accord. Dans ce contexte, on parle d'un éventuel changement de PDG. Est-ce une coïncidence ? Non, il n'y a pas de coïncidence, il y a, je crois, des cycles. Cela fait, donc il y a un cycle qui, à mon sens, s'achève pour ATN. Il y a une nécessité de réinventer la compagnie et c'est ce que nous allons faire. Et on doit s'attendre au départ de Michel Monvoisin, donc ? Vous le saurez bientôt. Merci, Président, pour ces éléments de réponse et pour avoir accepté notre invitation ce soir. Maruru. Avis aux personnes qui n'en peuvent plus de faire la queue au supermarché. L'un des plus grands supermarchés de Tahiti vous propose une nouvelle option, faire vos courses alimentaires en ligne. L'enseigne vient d'ouvrir sa plateforme de e-commerce, un service qui rencontre déjà un certain succès dans les pays où il est mis en place. Laure Philibert a testé pour nous ce nouveau système de drive. Regardez. Ils sont installés à proximité de plusieurs grandes surfaces de Tahiti. Ces containers maintiennent vos courses au frais et vous permettent de les récupérer sous forme de drive en libre service à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, même quand le magasin est fermé. Pour cela, il faut passer commande avant 14 h. C'est un outil qui va rendre la vie plus facile pour certaines familles et dépanner, par exemple, quand on rentre de voyage, on passe notre commande et on vient récupérer quand on descend de l'avion, par exemple. On commence sur Carrefour Punauia. On a un autre caisson qui est déjà en place sur Carrefour Arwe qu'on va activer d'ici les semaines qui viennent. Et ensuite, on a des casiers de click and collect sur Carrefour FAA qui vont être activés également dans les semaines qui viennent. Mais en fait, on rôde d'abord la machine, on rôde les équipes parce qu'en fait, c'est, quoi qu'on en dise, c'est une sacrée organisation logistique en back-office. Si ce type de service existe déjà dans d'autres pays, le marché polynésien compte moins de clients et ses infrastructures ont un coût. Cette grande surface lance un premier test avec 1200 références, uniquement de l'alimentaire pour commencer. C'est toujours un arbitrage qu'il faut qu'on fasse entre le coût du développement, la capacité du marché à l'accueillir et est-ce que nos clients sont mûrs pour pouvoir accueillir en fait certaines évolutions. Et bien sûr, toujours derrière, c'est le coût. Aujourd'hui, faire les courses à Tahiti, ce n'est pas encore devenu une corvée. C'est aussi un bon moment de socialisation, de décontraction. C'est Bertie qui est chargé de réceptionner vos commandes sur l'ouest de Tahiti et de les préparer. Fini le chariot et les files d'attente, vous récupérez votre sac directement ici. Il vous faut alors rentrer le code reçu à l'issue de votre commande. Je reçois la commande, je fais les courses et je fais la livraison en même temps dans le locker. Bon, ça va, je fais un peu de sport avec. Ça fait de la marche. Au lieu de marcher à l'extérieur, je marche dedans. Si ce service est gratuit, il faut un minimum d'achat de 5 000 francs pour commander et une carte bleue. Attention, les prix proposés sur le site sont des prix standards. Pour bénéficier d'éventuelles offres promotionnelles, il vous faudra vous rendre en magasin. L'offre est amenée à s'étoffer si le test est concluant. Après manger, on se dépense, comme le font parfaitement les participants du Festival des Îles. Grand favori, l'équipe de Rapa s'est déjà hissée 5 fois à la première place et elle a enchaîné les victoires sur 3 années consécutives. Elle a aussi remporté le titre de la meilleure équipe de futsal de Polynésie avant de s'incliner face aux Kiwis lors de l'OFC Nation Cup. Cette année, l'équipe du Sud revient en force avec une nouvelle garde. Le focus avec Meriteato. Premier match et première victoire pour Rapa à Fatawa ce matin face à l'équipe de Takaroa. Moins expérimentés, les jeunes adversaires de ce petit atoll n'ont pourtant pas démérité. Ça a été dur aussi, il y avait du stress. Comme c'est la première fois aussi nous participons, nous sommes comme on est l'équipe Takaroa 2. On s'adapte à tout. On est là pour le sport. On n'est pas là à râler après la FTF. Au contraire, on est fiers. Et après la FTF, tous les ans, on se déplace sur Tahiti. Ça nous permet de montrer nos jeunes qui vivent dans les îles. Et il y a du potentiel chez nous.
Pour le capitaine de l'équipe favorite, Michel Maïhouri, l'expérience et l'entraînement ont forcément porté leurs fruits. Il y a 4 ans, c'est une bête noire pour nous aussi, cette équipe. Ouais. Parce qu'on a commencé en 2008, on a fait la finale avec Takarwa. Mais pour nous, c'est une bête noire aussi. Bon, entre les îles, on ne va pas se cacher. De son côté, l'entraîneur des Australes, Philippe Miquel, nous confie son secret pour cette nouvelle édition. Cette année, j'ai rajeuni l'équipe. On a rajeuni l'équipe avec 5 anciens et 5 jeunes que j'ai mis en place cette année. C'est un renouveau quand même. On va essayer de relancer petit à petit. Si on arrive en finale, tant mieux. Mais sinon, j'essaie un peu de me calmer et voir l'évolution de cette nouvelle équipe. Une équipe qui a d'ailleurs montré son attachement aux valeurs du sport, comme en témoigne cet élan de solidarité après la chute d'un athlète de Takarwa. Il faut travailler une équipe match par match. Et il faut être humble. C'est ça. Et plutôt, si tu avais vu sur le terrain, c'est le respect. Sinon, comme on dit, Rapa, Tongi Amaitak. Tridisciplinaires, les joueurs de Rapa se sont entraînés jour et nuit pendant un mois. La finale ce samedi déterminera si la stratégie de Philippe fonctionne ou pas. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition d'information. Merci de nous suivre chaque soir. Tout de suite, Ciné Nui vous met des étoiles dans les yeux et vous emmène à la première hollywoodienne de Kung Fu Panda 4. Juste après, retrouvez votre magazine sur le Festival des îles. Et enfin, place à l'aventure avec les chasseurs d'immunité de Koh Lanta. À tous, une très très belle soirée. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.